Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, dans l'actualité, le procès de Joël Lognon s'ouvrira demain pour homicide involontaire et délit de fuite. Il y a presque 2 ans, l'octogénaire renverse un petit garçon d'à peine 3 ans. Nous reviendrons sur les circonstances de ce tragique accident dans quelques instants. Moins 6 degrés attendus à Blois jeudi matin. La vague de froid arrivée cette nuit devrait s'intensifier toute cette semaine. Alors d'où vient-elle? Jusqu'à quand va-t-elle durer? Quelles conséquences pour l'économie et notamment pour les métiers du bâtiment? Focus ce soir dans notre édition. Il brave le froid et court après les détritus. La Run Eco Team Tourangelle allie jogging et écologie. Dimanche matin, le collectif se réunissait pour sa première sortie le long des rives du Cher. Vous le verrez, les participants ont fait des récoltes surprenantes. Bonsoir à tous, je vous le disais, le drame avait ému toute la ville. Souvenez-vous, en avril 2015, un petit garçon âgé d'à peine 3 ans est renversé par une voiture alors qu'il traverse l'avenue du Mans à Tours-Nord avec sa nourrice et 2 autres enfants. Lors de l'accident, le chauffard prend la fuite. Le conducteur, un octogénaire vivant à Saint-Cyr-sur-Loire, sera jugé demain par le tribunal de Tours pour homicide involontaire aggravé et délit de fuite. Un procès qui relance le débat sur le contrôle des personnes âgées au volant. Les détails avec Amanda Brouillet-Rivera. Demain après-midi, Joël Lognon, 83 ans, va faire face au juge pour homicide involontaire et délit de fuite. L'octogénaire reconnaît sa culpabilité, mais nie s'être sauvé. Le 1er avril 2015 au matin, une assistante maternelle accompagnée de 3 enfants traverse un passage piéton à l'angle de la rue du Mans et de la place de la Tranchée à Tours. Au même moment, un véhicule déboîte pour doubler un bus à l'arrêt. L'automobile empiète sur le terre-plein, puis poursuit sa route, laissant derrière lui une petite vie brisée. C'est sa femme, le voyant blême devant un appel à témoins, qui prévient la police. Mais cet horloger retraité savait-il sur le moment qu'il avait fauché Tom, un petit garçon de 2 ans et demi? Pour ses parents et grands-parents, c'est une certitude. Impossible pour eux de ne pas voir la nourrice accompagnée d'une poussette. Impossible aussi de ne pas entendre les coups de klaxon de la conductrice du bus qui assistait à la scène. La défense réfute ces accusations et plaide l'ignorance. L'octogénaire au casier judiciaire vierge souffre de déficience auditive. Mais avec un tel handicap, était-il raisonnable de prendre le volant? C'est bien la responsabilité des seniors sur la route dont il est question. En bref, hier, 2 collisions, encore sur Tours. En début de soirée, à Tours-Nord, un véhicule arrêté à un stop repart sans voir le bus arriver sur sa droite. Le bus vient alors percuter la voiture. Bilan de la collision, 4 blessés légers, des passagers du bus suite au freinage. 2 personnes ont été transportées au CHU Trousseau et les 2 autres à la clinique de l'Alliance. Un peu plus tard dans la soirée, un autre accident à Tours. Une voiture grille un feu rouge et vient heurter un tramway. Bilan, un blessé léger, le conducteur de la voiture. La circulation du tramway a repris rapidement. Ce soir également dans l'actualité, cette vague de froid arrivée cette nuit avec des températures négatives jusqu'à moins 6 degrés attendus à Blois jeudi matin. Une météo qui a contraint le département du Loir-et-Cher à activer son plan grand froid. L'Indre-et-Loire a pour sa part renforcé son dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence avec l'ouverture immédiate de 45 places supplémentaires à disposition du 115 et des maraudes. Un climat qui handicape l'économie également. Le froid paralyse le bâtiment avec des équipes qui travaillent difficilement à l'extérieur et des matériaux qui ne supportent pas toujours les basses températures. Alors comment s'adaptent les chantiers du BTP pendant cette période hivernale? Audrey Champigny s'est rendue dans une entreprise de couverture. Dès 8h30 ce matin, malgré le froid glacial, ces ouvriers du BTP étaient à pied d'œuvre sur un chantier de Saint-Pierre-des-Corps. Gants, bonnets étaient évidemment de rigueur, sans oublier quelques précautions de base pour éviter tout accident. On est obligé de s'habiller un peu plus chaudement, avec des caleçons longs, puis des pulls un peu plus costauds, quoi. Les bouts des doigts sont assez rapidement gelés, donc il faut s'appeler un peu dans les mains, puis on fait les échauffements avant de commencer à travailler, puis que le corps soit bien chaud, quoi. En extérieur, le froid ressenti est accentué par le vent et l'humidité. Les entreprises du bâtiment ont ainsi l'obligation de fournir tous les équipements nécessaires à leurs employés pour les protéger. L'activité physique fait le reste. Moins 3 degrés, mais ça réchauffe quand même de pelleter. Ah oui, ça donne même très chaud, très chaud. Ouais, après, c'est une question d'habitude quand on est dehors. Si on travaille bien et qu'on fait attention, bien couvert, on n'a pas froid. Pour certaines entreprises, en revanche, les chantiers extérieurs sont décalés et les ouvriers restent en atelier. Car en charpente, les matériaux comme le zinc, par exemple, sont impossibles à travailler quand il fait trop froid.
Le problème du zinc, c'est qu'en dessous de 5 degrés, c'est un matériau naturel, métallique, qui a une dilatation. Donc entre l'été et l'hiver, il a une rétractation et surtout, il devient cassant. Donc en dessous de 5 degrés, quand on le plie, on va lui créer des micro-fissures. Donc on a des contraintes matériaux où on est obligé, notamment sur la mise en œuvre du zinc. Alors le façonnage, on peut le faire en atelier. La mise en œuvre, on peut la faire sur le chantier, mais on ne peut pas faire tout ce qui est sertissage et pliage en dessous de 5 degrés. Sinon, on va avoir un défaut d'étanchéité des toitures arrivées à l'été. Et certains chantiers risquent fort d'être encore décalés cette semaine. Météo France annonce dès demain des températures pouvant descendre jusqu'à moins 15 degrés. Une vague de froid inédite en France depuis 5 ans qui pourrait s'intensifier dans les prochains jours. Jusqu'à quand va-t-elle durer? D'où vient-elle? Pourrait-elle se répéter au cours de l'hiver? Focus ce soir avec Amanda Bourrier-Rivera. 3 degrés ce matin, un mois de janvier en somme assez classique, sauf qu'ici dans ce champ, il fait beaucoup plus froid. Pourtant, côté thermomètre, les minimales sont légèrement plus basses par rapport à la première semaine de janvier. Et bien que ces 3 derniers hivers ont été exceptionnellement doux, les températures d'aujourd'hui sont dans la norme. Aucun record de froid n'est attendu ces prochains jours. Alors, si le picotement au bout des doigts contredit le mercure, c'est qu'il faut comprendre que cette sensation de froid vient d'ailleurs. Cette carte de Météo France donne un premier indice. Donc on a un anticyclone, donc des hautes pressions qui sont situées ici sur le proche Atlantique, donc qui dirigent le vent dans le sens des aiguilles d'une montre, et une dépression ici centrée sur la Méditerranée qui elle fait tourner les vents dans l'autre sens, et ces deux centres d'action dirigent un vent qui vient du nord-est, ramenant un air d'Europe de l'Est, voire même de Sibérie, donc un air très froid sur nos régions. C'est donc ce souffle du nord-est qui rafraîchit l'air. Et plus il prend de la vitesse, plus son effet est décuplé, comme le montre ce graphique, où à une même température sous abri, ici moins 4 degrés, la température ressentie, elle, chute en fonction de la vitesse du vent. Et ce phénomène nommé indice de refroidissement éolien varie lui-même en fonction du mercure. Plus il fait froid, plus son effet est décuplé. Plus il y a du vent, plus il a tendance à accentuer, à assécher l'atmosphère et donc au contact de la peau, ça a tendance à faire un peu évaporer l'eau qui est en surface de notre peau et donc l'eau s'évaporant, ça crée une espèce de petit refroidissement local, donc donne une sensation de froid sur la peau. Selon les prévisions météorologiques, ce vent doit encore prendre de l'ampleur demain, puis faiblir à partir de vendredi, tout comme la sensation de froid polaire. Le mercure doit aussi remonter fortement à partir de la semaine prochaine. Et politique à présent, hier avaient lieu les vœux de Tour Plus à la Cité MAM. Comme d'habitude, il était question des grands projets de l'année, notamment la création de la 2e ligne de tram qui devrait commencer d'ici 3 ou 4 ans, ou encore l'inauguration du premier festival du cirque international à la Gloriette le 29 septembre prochain. Mais surtout, ces vœux étaient l'occasion pour Philippe Briand d'évoquer largement le passage à la future métropole. On l'écoute. On aura la confirmation définitive après l'ultime vote de l'Assemblée nationale. Ça passera en 3e lecture, probablement aux alentours du 24 février. Vous voyez, c'est juste parce que la fin de la législature, c'est le 25 février. Donc, il ne faut rater aucune étape. Quand on y sera parvenu, on aura rejoint le club des 22 métropoles en France, c'est-à-dire les métropoles de développement de notre territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas rater. Malgré une météo peu clémente, il brave le froid et court après les détritus. On appelle ça la Run Éco-Team, l'idée allier le jogging à l'écologie. Né d'un collectif nantais salué par le patron de Facebook en personne, cette initiative a été reprise par un groupe de sportifs tourangeaux avec, vous allez le voir, une moisson insolite et impressionnante. Reportage le long des rives du Cher de Florent Clavel. Ça commence sur un parking à proximité du Cher. Quelques secondes de course à pied et déjà une dizaine de prospectus à même le sol. Le groupe de joggeurs remonte la rive, papier ou bouteille, les sacs se remplissent rapidement. Jonathan Boisseau n'est pas surpris. C'est lui qui a relayé à Tours l'appel du collectif Run Éco-Team. Ça fait mal au cœur parce que quand on voit déjà ce qu'on vient de ramasser, là, on a couru 400 mètres, c'est dingue. On ne se rend pas compte forcément en temps normal que les gens sont pas propres. Qu'est-ce que vous avez ramassé là ? De tout. Il y a des bouteilles, des canettes, des bouts de verre, un caleçon, un slip,
Selon leurs propres mots, courir après les détritus ne sauvera pas la planète, sauf si l'initiative se répète et fait son chemin, notamment auprès des plus jeunes. Je pense que c'est un acte citoyen et ce serait important aussi de le faire avec les enfants. Je suis enseignante et je pense que j'envisage de le faire avec certains de mes élèves. C'est de sensibiliser aussi les gens qui nous voient ramasser. Là, on a eu des réflexions. Ah bah, qu'est-ce qu'ils font c'est ça aussi ce qu'on cherche, c'est de sensibiliser vraiment tout le monde. Après un parcours de 7 km en un peu plus d'une heure, le résultat est saisissant. 15 sacs pleins à craquer. L'opération Run Eco sera renouvelée une fois par mois. Avant de refermer cette édition, la gendarmerie d'Indre-et-Loire rappelle qu'elle maintient ses appels à témoins. 2 affaires en cause. L'agression d'un homme vendredi soir sur les bords de Loire à Roche-Corbon. Ce trentenaire a été blessé par 2 hommes armés d'un marteau et d'une barre de fer. Également en cause la disparition depuis dimanche après-midi d'une habitante de la ville aux Dames. 75 ans, 1m60, mince, cheveux bruns et courts, Annie Daguet a quitté son domicile à pied vers 12h30 et n'a pas été revue depuis. Elle est vêtue d'une parka foncée avec une capuche rouge. Si vous avez des informations concernant l'une de ces affaires, n'hésitez pas à contacter le 17. Et enfin, combien de sans-abri à Tours? Combien sont-ils à dormir dehors cette semaine de très grand froid? Des questions auxquelles répondra Colette Mercier de la Croix-Rouge. Précarité, hébergement d'urgence, maraude, ces mesures sont-elles suffisantes? On en parle dans un instant avec notre invité.